le dernier invité, Jean-Éric Yafil, du mouvement pour le revenu de base. Donc c'est une idée qui est beaucoup évoquée en ce moment dans les familles de gauche et les jeunes socialistes aussi réfléchissent à cette question-là. Comme je te l'ai dit hier, lorsque nous avons discuté, préparé la plénière, c'est pas encore dans le corpus de propositions que met en avant les jeunes socialistes, mais on était heureux de t'avoir avec nous pour pouvoir en parler, pour pouvoir lancer lors de cette université d'été de nouveaux chantiers sur lesquels on pourrait avancer. Et tu m'as montré le journal L'Inconditionnel que vous publiez pour justement mettre en avant cette idée que tu vas pouvoir nous décrire. Comment on met en place le revenu de base et en quoi consiste-t-il? Bonjour. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est assez nouveau, je crois que les socialistes s'intéressent au revenu de base. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais commencer par répéter un chiffre qui avait déjà été présenté par Sophie Binet. Oui, selon 2 économistes de Harvard, ce serait à peu près 50% des emplois qui sont menacés d'automatisation ou de numérisation d'ici 20 à 30 ans. Alors, est-ce la fin de l'emploi? Il faut être un peu prudent. Je pense que le volume d'emploi va certainement diminuer, mais j'essaye d'abord d'être prudent sur cette affirmation. Est-ce la fin du travail? Je pense certainement pas. Et là, il faut bien faire la différence entre emploi et travail. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que dans un système où la distribution des revenus repose essentiellement sur le travail salarié, l'emploi rémunéré, évidemment que ce bouleversement, cette numérisation, va mettre en crise directement le travail. La crise est à différents niveaux. Je vais au moins en dire 4. Il y a bien entendu une crise de revenus, une précarisation des travailleurs, des employés. Cette précarisation ne touche pas seulement les classes populaires, mais de plus en plus les classes moyennes, parce que ce sont eux aussi dont l'emploi est directement menacé de numérisation. Et ces gens-là ne sont pas du tout sûrs de retrouver un emploi aussi bien rémunéré. Cette précarisation de l'emploi risque en plus d'être vectrice d'une plus grande exploitation de ces travailleurs dès lors qu'ils sont mal protégés. Troisième crise, la crise du travail, c'est aussi une crise écologique. Quel sens y a-t-il à maintenir des activités uniquement parce qu'elles sont créatrices d'emplois dès lors que leurs conséquences écologiques sont négatives et qu'il n'est même pas sûr que leur utilité reste encore prouvée. Et enfin, dernier point, cette crise du travail est aussi une crise de sens pour le travailleur. Je vais prendre 2 exemples. Quelqu'un qui fait du télémarketing, quelqu'un qui fait Mickey chez Disneyland. A-t-il l'impression que son travail accroît la richesse? Donne-t-il du sens à son travail? Se réalise-t-il dans son travail? C'est ça la question. Donc la question, c'est va-t-on créer de nouveaux emplois type Mickey ou type télémarketing? Doit-on créer de nouveaux emplois à la con? Voilà, en gros, la question qu'il faut poser. Alors, revenons à une question simple. À quoi ça sert l'automatisation? À quoi ça sert la numérisation et le progrès technique? L'automatisation, c'est essentiellement réduire le temps donné au travail routinier, aux activités les plus pénibles, pour accroître le temps donné au travail choisi, au travail et aux activités choisies. Est-ce que c'est ce qu'on observe? Est-ce qu'on observe que le travailleur s'épanouit de plus en plus dans son travail? Est-ce qu'on a le sentiment que le travailleur choisit de plus en plus son travail? D'après toutes les interventions que j'ai entendues, pas vraiment. C'est ce qu'il faut nous faire aujourd'hui. Il faut faire en sorte que donner la possibilité de transformer cette automatisation en gain de liberté pour le travailleur et surtout en la possibilité accrue de choisir son travail. Alors la proposition qu'on défend, c'est le revenu de base. Comment ça se définit, un revenu de base? C'est d'abord un revenu universel, c'est-à-dire distribué à tous les membres sans contrôle des ressources. C'est donc un droit universel, tout comme le droit de vote ou le droit à l'éducation. C'est un revenu inconditionnel qui est donné sans exigence de contrepartie. Et c'est enfin un revenu individuel.
Ce n'est surtout pas une charité, c'est bel et bien un droit comme le droit de vote, comme le droit à l'éducation, comme le droit à la protection sociale, etc. Alors, contrairement à ce qu'a écrit Libération dans son numéro il y a 2 semaines sur le sujet, ce n'est pas un droit pour ne pas travailler. C'est avant tout un revenu pour pouvoir choisir son travail. Alors, choisir son travail, ça peut être choisir son travail sans que le critère de rentabilité entre forcément en ligne de compte. Et encore une fois, il faut bien différencier travail et emploi. Choisir son travail, c'est quoi? C'est avoir la possibilité de refuser un emploi parce que les conditions de travail sont jugées injustes ou parce que le contenu même du projet ne nous intéresse pas. C'est avoir la possibilité de réduire son temps de travail salarié pour d'autres activités. C'est avoir la possibilité de choisir un emploi un peu moins rémunéré, mais dont le projet fait beaucoup plus sens, par exemple un emploi à vocation sociale, culturelle, écologique, etc. Et c'est par ailleurs la possibilité de créer sa propre activité, qu'il s'agisse d'une activité marchande ou d'une activité non marchande. Et enfin, c'est la possibilité de participer à cette économie contributive et collaborative qui émerge et dont Sophie Binet a dit un mot, toute cette économie qui émerge autour du numérique. Alors, je pourrais développer tous les autres avantages de ce revenu de base, mais là, je n'ai pas le temps parce qu'il n'y a que 10 minutes qui me sont accordées. Je vais arriver au contenu, à l'essentiel, ce qui vous attendez, c'est comment on le finance, quel revenu de base. Il y a évidemment beaucoup de propositions, et Benoît Hamon m'a bien dit au début, le revenu de base, c'est une proposition des libéraux, ça a été proposé par Hayek, par Friedman, etc. C'est vrai, les libéraux proposent aussi un revenu de base. Alors, effectivement, l'une des propositions a été proposée par Friedman. Il y a eu d'autres propositions avant qui datent de Thomas Paine, de Joseph Charlier, etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand bien même c'est Friedman qui l'a proposé, c'est ensuite James Tobin qui l'a formalisé. Et que cette idée a été par ailleurs soutenue par James Tobin, par Samuelson, par Martin Luther King, bien entendu, et aussi par Galbraith. Alors, évidemment, chez Friedman, l'idée c'était de supprimer tout le reste. Et évidemment, il y a d'autres personnes qui défendent l'idée de supprimer toutes les prestations et en mettre en place une seule et unique. Bien entendu, ça n'est pas du tout la proposition que défend le mouvement par revenu de base. Alors, qu'est-ce qu'on défend comme première étape? À court terme, il faut mettre en place un revenu de base qui est au moins du niveau du RSA. En gros, commençons par universaliser le RSA. Ça, c'est à court terme. Et après, petit à petit, on augmentera son montant au fur et à mesure qu'on profitera de ce processus d'automatisation et de numérisation. Combien ça coûte un revenu de base? Cher, très cher. Même au niveau du RSA, ça coûte un peu moins de 300 milliards d'euros. Mais je vais vous dire après que ce n'est pas le coût budgétaire qui a un sens. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Comment on met en place? Par étapes. La première étape ne coûte pas très cher et devrait mettre tout le monde d'accord, y compris ceux qui sont assez sceptiques sur le revenu de base. La première étape, c'est de verser le RSA de façon automatique. De faire en sorte que tous ceux qui ont droit au RSA actuellement le touchent sans même en avoir à en faire la demande. On sait qu'il y a 68% de non-recours au RSA activité. Rien que faire ça réduirait fortement la pauvreté, et notamment la pauvreté des travailleurs. Cette première étape s'accompagne aussi d'un discours. Il faut changer l'image du RSA, même probablement lui changer de nom. Cesser d'en faire une prestation de charité, en faire un véritable droit. Un droit pour pouvoir choisir son travail, un droit à l'autonomie, etc. Peut-être reprendre le nom qui est donné à l'allocation d'autonomie pour les étudiants, mais changer à tout prix l'image du RSA et le stigmate qu'il porte, qui est en plus une image qui est désastreuse au plan politique. Cette première étape ne coûte pas cher. Le non-recours au RSA a des conséquences très négatives sur la société, sur la pauvreté, mais supprimer ce non-recours ne coûterait que 4 milliards selon l'ODENER, l'Observatoire du non-recours. Donc c'est un budget largement faisable. La deuxième étape, c'est l'individualisation. Je ne vais pas avoir le temps de développer là-dessus. La troisième étape, et c'est l'étape qui coûte très très cher,
c'est l'universalisation. Alors pourquoi au mouvement pour un revenu de base on y tient? Parce qu'on défend le revenu de base comme un droit universel et non pas une prestation de charité ciblée sur les plus pauvres. Effectivement, ça coûte très très cher et pourtant l'effet redistributif est nul. Il suffit tout simplement de généraliser le RSA à tout le monde, mais de reprendre par l'impôt sur le revenu le supplément qu'on a donné à tout le monde. Évidemment, ça peut se faire par l'impôt sur le revenu, mais on peut aussi chercher d'autres ressources fiscales, dans la fiscalité écologique, dans l'impôt sur le bénéfice, dans la taxe sur les transactions financières, dans un impôt sur le patrimoine, etc., etc. Voilà, donc là, ce que je vous ai présenté, c'est un processus par étapes pour arriver à un revenu de base qui, je le rappelle, ne remplace que le RSA. On maintient le reste, le chômage, la retraite, l'assurance maladie, les aides pour le logement, etc. Le revenu de base ne remplace que le RSA et la prime pour l'emploi. Pour conclure, vous avez peut-être vu, le revenu de base est au devant de l'actualité européenne. Alors la Finlande compte mener des expérimentations. Il faut savoir que la Finlande, ils sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas quel revenu de base adopter. C'est vrai qu'il y a la tendance libérale d'un côté qui pousse vers un revenu de base qui remplace tout, et de l'autre, des gens qui sont conscients que ce soit une bêtise et qui disent non, commençons par un revenu de base un peu plus faible mais qui ne remplace pas tout. Il y a aussi 30 villes aux Pays-Bas qui vont mener une expérimentation, notamment la ville d'Utrecht. La Suisse va voter l'idée du revenu de base en 2016. Et enfin, l'Aquitaine, le Conseil régional d'Aquitaine a voté en juillet dernier, le 6 juillet, une motion réfléchissant à l'expérimentation du RSA automatique, ce dont j'ai parlé plus tôt. Il faut savoir que le RSA automatique, ça peut se faire très facilement avec le service des impôts. Je pense avoir fini. Comme ça va laisser un peu de temps au débat. Merci beaucoup.